Ici Maxime Jaudoin présentement à l'Arena de Clermont où dans quelques minutes nous allons avoir une conférence sur la sensibilisation à l'alcool au volant et par la suite il y aura une simulation d'accident avec les ambulanciers et les policiers sur place. Moi, c'est Vincent Couturier. Je vais agir en tant que porte-parole de l'activité contre l'alcool au volant aujourd'hui. Je suis accompagné de mon ami Louis. Moi, c'est Louis Mélenchon. On vous souhaite la bienvenue à l'activité de sensibilisation sur l'alcool au volant. Aujourd'hui, vous êtes réunis afin de vous sensibiliser à tout ce qui est alcool, drogue, puis conduite avec les facultés affaiblies, puis que tout ce que ça peut causer et que ça peut détruire des vies. Aussi, on va vous expliquer comment les intervenants réagissent dans ces activités-là, dans ces interventions-là. Vous connaissez tous probablement une victime de l'accident de la route ou des proches qui ont été par des accidents impliquant l'alcool. C'est une des raisons qui nous a poussé, moi et Louis, à venir en tant que porte-parole dans cette activité-là. Cette année, plusieurs d'entre vous connaissent, ont été touchés par des accidents de la route ou connaissent des personnes qui ont été touchées par ça. Puis pas seulement à cause de l'alcool au volant, ça blesse puis ça fait mal. Il faut donc faire en sorte que ces événements tragiques-là se reproduisent pas souvent. Puis c'est très facile, il y a beaucoup de moyens qu'on peut faire afin que ça n'arrive pas, dans le fond, comme pas prendre l'alcool au volant. Des choses qui sont faciles à arrêter, à stopper avant que ça se produise. Selon les statistiques, c'est environ 41% des accidents qui impliquent l'alcool ou les drogues. Ça signifie qu'environ 160 jeunes chaque année, jeunes et moins jeunes, chaque année décèdent. Environ 370 sont blessés gravement et plus de 1960 le sont légèrement. L'alcool, les drogues, la vitesse sont une combinaison vraiment mortelle pour tous ceux qui en utilisent. Donc, c'est vraiment pas bien d'en prendre. Si vous voyez une personne qui sort d'un party ou qui s'en va chez eux avec son véhicule après avoir bu, il faut l'arrêter. Il faut même appeler les services qui nous sont offerts afin d'arrêter cette personne parce que ça peut faire beaucoup de dommages à pas mal de monde puis ça détruit une vie. Fait que c'est ça. Nous allons maintenant assister à une conférence de sensibilisation à la conduite avec les facultés affaiblies par Mme Lise Lebel. Madame Lise Lebel est la maman de Catherine. Catherine est décédée dans un accident de la route en 2010, un accident causé par quelqu'un qui avait les facultés affaiblies par l'alcool. Dans l'espoir de ne pas laisser vain le court passage de Catherine sur Terre, Madame Lebel fait des conférences auprès des jeunes et des moins jeunes. Donc, laissons-lui donc maintenant l'honneur de nous présenter sa fille Catherine Beaulieu. J'ai pas souvent la chance de me faire présenter par des jeunes. Fait que je les félicite aujourd'hui d'être là et d'avoir eu le courage de venir parler de cette situation-là qui est notre responsabilité en tant que conducteur quand on est derrière le volant. Alors, ma conférence va être en 3 volets. J'ai une première partie où je vous parle un peu d'une statistique du comportement des gens. Vous allez aussi avoir un diaporama et par la suite, je vais vous raconter l'histoire presque dans son détail de la perte de Catherine. Alors, je vous souhaite une belle conférence. Alors, la première chose que je demande toujours aux jeunes quand je commence, c'est est-ce que vous pensez que vos parents ont déjà fait des mauvais choix? Oui, hein? C'est pas parce qu'on est parent qu'on est parfait, assurément. Et je pense que le fait de devenir parent, c'est ce qui fait en sorte qu'on travaille à se responsabiliser de plus en plus parce qu'on a une génération derrière nous qui va suivre un peu notre exemple. Puis vous autres, vous êtes jeunes, puis je pense que vous le savez que vous autres aussi, vous allez faire des mauvais choix au cours de votre vie. Vous avez peut-être déjà commencé à faire des mauvais choix. L'important, c'est de savoir que vous avez pris ces décisions-là, puis que vous le regrettez, puis que vous allez changer votre comportement. Alors, prendre une décision, c'est facile, mais ça ne veut pas dire que ça va toujours être la bonne, parce que des fois, cette décision-là a fini par nous détruire. Puis malheureusement, on va vivre des fois toute une vie avec des regrets, des remords, pour juste une seule décision qu'on va avoir prise. Puis malheureusement, encore une fois, la plupart du temps, on n'est pas conscient, on ne sait pas vraiment pourquoi on a fait
ce choix-là qui était un mauvais choix. Aujourd'hui, c'est l'Association des ambulanciers de la région qui nous font venir ici parce qu'eux autres, ils sont convaincus que c'est important de vous rappeler les choses constamment pour que l'avenir avec vous autres soit meilleur que ce que ça l'a été pour nous. On le sait que les statistiques diminuent année après année, mais moi, je suis convaincue que c'est votre génération qui va faire la différence, en tout cas pour ce qui est de la responsabilité au niveau de la conduite automobile. Trop souvent, comme les deux jeunes garçons l'ont dit, la consommation de drogue, médicaments, alcool, ça cause des problèmes sur la route, puis ça cause aussi des problèmes dans vos vies. Puis ces dépendances-là, bien, ils produisent des tragédies. Ces tragédies-là font en sorte qu'il y a des enfants, des parents, des grands-parents, des amis, des voisins qui vont être bouleversés par une chose que, dans le fond, souvent, c'est juste une personne qui l'a commis. Alors, tantôt, les jeunes garçons vous parlaient des statistiques. 30-35 % des accidents de la route impliquent un individu qui avait consommé soit de l'alcool ou des drogues. 40 % des jeunes de votre âge ont déjà roulé avec quelqu'un qui avait consommé des drogues. C'est presque une personne sur deux dans votre catégorie d'âge qui savent qu'ils sont dans un véhicule avec quelqu'un qui a consommé des drogues. C'est énorme. En 2015, la SAAC a suspendu 15 600 permis de conduire. Donc, 15 600 personnes fautives sur la route. C'est beaucoup. C'est énorme. Et une des statistiques qui souvent, on n'en parle pas beaucoup par rapport à votre génération, c'est qu'à chaque année, il y a des jeunes qui meurent parce qu'ils ont consommé les médicaments d'ordonnance de leurs parents. Souvent, ça, on l'exclut parce qu'on se dit, bon, c'est minime, mais combien de ces jeunes-là vont prendre le véhicule en ayant consommé les médicaments de leurs parents? Fait que c'est toute une problématique au niveau d'une dépendance qui pourrait facilement se régler. Parce que si vous décidez de consommer, bien, vous prenez la décision de ne pas prendre votre véhicule. Ça s'arrête tout simplement là. Moi, ce qui me préoccupe, comme les deux jeunes garçons l'ont dit tout à l'heure, c'est la problématique de l'alcool, des drogues au volant. Parce que Catherine a perdu la vie à cause d'une personne qui avait consommé beaucoup d'alcool. Chaque fois que quelqu'un prend le risque de consommer, il se donne le droit d'emprunter les routes, peut-être à des vitesses excessives, texter au volant. Il choisit de changer une règle, la règle la plus importante, le respect des autres. Si vous voulez être respecté, il faut que dans votre vie de tous les jours, que vous adoptiez cette attitude-là aussi. Ça ne va pas juste en un sens. C'est la même chose avec vos parents, avec vos enseignants. Si vous respectez vos parents, ils vont avoir du respect envers vous. Si vous respectez vos enseignants, ils vont avoir du respect envers vous. C'est la même chose pour tout ce qui se passe autour de vous, que ce soit à l'épicerie, que ce soit à l'école, que ce soit dans un gymnase. Cette règle-là, elle est toujours super importante. Et malgré votre jeune âge, je suis convaincue que vous avez déjà remarqué qu'il y en a des gens dans votre entourage qui le font. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous avez le courage de les aviser. Mais je pense que c'est ça mon message le plus important. Endossez votre veste du courageux, puis dites-vous que si vous avisez quelqu'un qui a traversé une limite, vous allez peut-être à lui-même sauver la vie ou sauver la vie de quelqu'un d'autre. Vous êtes à l'école, vous êtes en secondaire 5, vous allez bientôt quitter pour soit un travail de métier, le collégial. Mais vous savez très bien que ce qui bâtit une société, c'est tout ce qui comporte les regroupements. Alors, dans votre école, vous avez des groupes de jeunes qui se tiennent ensemble. Comme au travail, il va y avoir des gens qui vont se regrouper ensemble, qui vont avoir plus d'affinités.
Mais malheureusement, de se tenir en groupe, des fois, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Parce qu'il va arriver des fois qu'il va y avoir des leaders dans ce groupe-là qui vont avoir très peu de respect pour les règles. Fait qu'il y a deux catégories. Il y a ceux que j'appelle les cools, puis ceux que j'appelle les kings. Les cools, ça, c'est ceux qui hop la vie, qui vont avoir tendance à regrouper des gens, mais qui ne le feront jamais dans un esprit malfaisant. Et il y a les kings. Les kings qui veulent être reconnus parce qu'ils sont des experts de la vitesse, des as du volant, des extraordinaires du calage de bière. Ça, c'est la catégorie des kings. Parce qu'il faut toujours savoir que quand on est jeune, même quand on est vieux, on n'a pas envie d'être ciblé. On veut passer en dessous de la barre. On ne veut surtout pas être intimidé. Fait que des fois, il y a des jeunes, des moins jeunes, qui vont se coller à ce genre d'individus-là. Et moi, je suis là aujourd'hui pour vous éviter de passer par ça. Éviter que vous ayez à subir tout ça seulement en réfléchissant quelques secondes sur la façon dont vous allez utiliser votre véhicule automobile. Moi, ça fait dernièrement 7 ans que Catherine est décédée. C'est à tous les jours que l'histoire recommence et que ça revient dans ma vie. Toujours, toujours, toujours. Parce que la perte, elle est là. Puis Catherine ne reviendra plus jamais. Ça, c'est sûr, c'est assuré. Alors moi, Lise Lebel, je n'ai pas eu le privilège de poursuivre ma vie paisiblement parce qu'une personne a choisi de m'imposer une sentence. Une personne a choisi de bafouer la règle de vie, soit celle du respect des autres. Le 3 mai 2010, j'ai perdu tout ce qui me définissait dans cette vie. J'ai perdu mon unique enfant. J'ai perdu ma vitalité. J'ai perdu cet avenir heureux vers lequel je me dirigeais. Et j'ai même perdu la flamme qui activait mon entreprise. Parce que quand on perd quelqu'un, on ne retourne pas à job le lendemain matin comme s'il ne s'était rien passé. Alors, c'est plein de choses qu'on perd pour une mauvaise décision. Le tirage au sort de la fatalité s'est abattu sur cette jeune fille de 21 ans qui malheureusement a perdu la vie. Collision foudroyante sur l'autoroute 55 impliquant une femme, une mère de famille, qui circulait en sens inverse et qui était fortement intoxiquée par l'alcool. Son premier taux d'alcool prélevé au centre hospitalier était de 228 mg. Vous savez que c'est 80, la limite légale. Si on fait un petit calcul rapide, presque 3 fois la limite permise. Est-ce que cette personne qui lui a enlevé la vie avait évalué toute l'ampleur de sa responsabilité? Vous comprendrez que la réponse est non. Cette journée-là, tout au long de son retour vers chez elle, elle a consommé une très grande quantité de vin, pour ne pas dire 2 bouteilles presque complètes. Et elle a attendu 3 ans. Elle a pris toutes les chances qui étaient à sa portée pour pouvoir plaider sa cause. Et c'est 3 ans qu'on a attendu pour que cette personne-là puisse avoir une sentence. Une cause comme celle-là, qui a duré 3 ans, avec jury, qui a duré 2 mois, tout le procès a duré 2 mois, ça nous coûte socialement tout près de 500 000 $ pour que cette personne puisse être défendue. 500 000 $, on sait très bien qu'on pourrait investir ça ailleurs que pour qu'une seule personne puisse se défendre. Il y a plusieurs années, j'ai pris la décision d'amener à la vie une toute petite fille à qui j'ai fait la promesse de ne jamais la laisser tomber, quoi qu'il m'en coûte. Parce que faire le choix de devenir parent, c'est pas faire le choix d'aimer tout simplement, c'est faire le choix d'aimer de façon inconditionnelle. C'est se sacrifier à chaque jour pour que cet enfant puisse devenir une grande personne avec de grandes valeurs. Et c'est à chaque jour, en tant que parent, que je me devais d'être un exemple pour Catherine. Parce que je suis sa référence.
Alors, malgré l'absence de Catherine, je continue encore aujourd'hui à honorer mon engagement parce qu'elle restera à tout jamais le plus grand amour dans ma vie, bien entendu. Parce que quand on devient parent, notre priorité, c'est nos enfants. Même si, des fois, les enfants pensent que non. Bien là, je viens peut-être de péter votre ballon après-midi. Bien oui, quand on devient parent, vous devenez notre priorité. Catherine, c'était une jeune fille attachante, qui n'avait pas peur des défis. Mais ce qui la définissait le plus, c'est qu'elle aimait la vie, qu'elle aimait tout ce que ça englobait. Et je peux vous garantir qu'un seul sourire de sa part vous aurait fait prendre conscience de son importance dans cette vie-ci. Alors j'ai fait le choix de pleurer ma peine en restant debout. Je me dois de rester debout pour ma fille et être forte pour nous deux. Je dois rester debout pour toutes ces familles qui ne sont pas capables de rester debout, qui vont peut-être rester couchées en boule jusqu'à la fin de leur jour parce que c'est quelque chose d'insupportable à traverser. Parce que c'est injuste. C'est une finalité injuste pour des parents. Mais avant tout, je vais rester debout pour essayer de faire la différence en dénonçant le manque de jugement et de respect de certains individus qui, par leur comportement, risquent régulièrement la vie des autres. Le 3 mai 2010, Catherine a été bafouée. Catherine a été réduite au silence. Catherine a été surprise à prendre sa dernière respiration sans qu'elle ait eu la chance de plaider sa cause face à ce droit fondamental, soit celui de vivre. Alors, le 3 mai 2010, c'est un lundi, c'est une journée ordinaire. De mon côté, c'est le travail. Du côté de Catherine, bien entendu, elle s'était inscrite à un cours du soir à l'université. Ce matin-là, on n'a pas sorti nos pontres en disant bon, ben là, Catherine, si tu as quelque chose à me dire, c'est le temps, parce que ce que tu ne sais pas, c'est que dans une couple d'heures, tu vas mourir. C'est pas comme ça que ça se passe. On fait notre petite vie tranquille, on continue notre journée comme si de rien n'était. Cette journée-là, elle avait plusieurs petites activités à faire dans la journée. Et le soir, souper avec moi, et elle quitte pour l'Université de Trois-Rivières. Mais ce soir-là, comme à chaque départ de la maison, je lui ai rappelé combien c'était important d'être prudente sur la route. D'être prudente pour elle-même, mais d'être aussi prudente pour les autres qui l'entourent, les autres conducteurs. Et je lui disais souvent que ce petit bout de papier qu'on a, qui s'appelle un permis de conduire, ce n'est pas un droit acquis, c'est un privilège. C'est un privilège que la société nous donne pour notre bonne conduite. Alors, si on n'est pas responsable avec notre véhicule, bien, c'est tout à fait normal qu'un policier nous le retire. Souvent, on chiale après les policiers, puis qu'on lui dit qu'ils ne se mêlent pas de leurs affaires, puis qu'ils sont tout le temps sur notre dos, puis tout. Saviez-vous que c'était des humains, eux autres aussi? Les ambulanciers, c'est des humains, eux autres aussi. Ils ont peut-être des familles, ils ont peut-être des enfants, mais c'est le job. C'est le job de faire en sorte que les routes soient sécuritaires. Fait que s'ils considèrent que tu ne mérites pas ton permis, si tu ne le mérites pas, un point, c'est tout. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Malgré toutes les fois que j'ai dit à Catherine, malgré ma force d'attraction pour essayer de la retenir près de moi, je n'ai pas été capable de le faire parce que c'est quelqu'un d'autre cette journée-là qui a pris une mauvaise décision. Est-ce qu'elle a été moins à l'affût cette soirée-là? Peut-être. Hein? Il n'y a pas personne qui peut nous donner la réponse. Est-ce qu'elle aurait pu éviter l'accident? La réponse est non, parce qu'elle n'a même pas eu une seconde pour réagir. Sur le lieu de l'accident, aucune trace de freinage de la part des deux véhicules. La délinquante, elle circulait sur l'autoroute en zigzagant d'une voie à l'autre. Alors, on est sur une autoroute. Alors, elle part de l'accotement de droite pour se diriger sur l'accotement de gauche. Alors, elle traverse les deux voies. Elle zigzague, elle accélère, elle freine rapidement. Et elle se rapprochait dangereusement des pare-chocs des autres véhicules. Elle s'est arrêtée sur le côté de la route. Elle a fait demi-tour et elle a repris la route en sens inverse. Elle a croisé d'autres véhicules. Fait que là, vous comprenez là, qu'elle a mis en péril la vie de plusieurs personnes cette journée-là. Elle s'est dirigée tout droit sur une semi-remorque qui transportait 127 000 livres de marchandises. Le conducteur a dû activer les flûtes
Aucune réaction. Il a été obligé de se ranger sur le bas-côté rapidement. Elle a finalement fini sa course en dirigeant intentionnellement son véhicule sur celui de Catherine. Un autre véhicule qui suivait celui de Catherine n'a pas eu le temps de freiner. Dans ce véhicule-là, 4 personnes âgées. Pour réussir à se sauver de cette situation-là, le conducteur a été obligé de passer à travers l'accident. Alors, vous comprendrez que les 2 véhicules se sont tamponnés, ils ont rebondi et le véhicule arrière a passé au travers. Alors, c'est beaucoup de personnes qui ont été traumatisées cette journée-là. Pour une seule personne qui a pris une mauvaise décision. Pendant ce court moment et ces quelques secondes, tout s'est arrêté et tout s'est assombri. Cette grande source de vitalité et de lumière qu'elle projetait autour de nous venait de s'éteindre à tout jamais. Mais bien entendu, nous en sommes qu'au début de cette histoire, puisque vers 10 heures le soir, on frappe à ma porte. Il est arrivé ce moment maudit dans mon existence et dans l'existence de tous ces parents qui régulièrement pensent qu'un jour, peut-être, ça pourrait risquer que ça lui arrive. Mais ce soir-là, c'est mon nom qui est sorti du chapeau. On frappe à ma porte. 2 membres de la Sûreté du Québec s'introduisent chez moi pour m'annoncer la terrible nouvelle. C'est des policiers, mais c'est des humains, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, ils sont là, ils sont impuissants, ils sont fragiles, et chacune de leurs paroles les ramène à la réalité que eux aussi ont peut-être des enfants et que ça aurait pu leur arriver à eux. Ils ont probablement tiré à pile ou face à savoir lequel des 2 qui aurait à me faire l'annonce. Parce que je peux vous garantir qu'il n'y en a pas un qui est parti en courant en disant « C'est moi qui va y annoncer parce que moi j'ai le goût. » Soyez assurés que ce n'était pas ça. Bonsoir, madame. Vous êtes bien la mère de Catherine Beaulieu. Nous avons le regret de vous informer que votre fille est décédée ce soir d'un accident de la route impliquant une conductrice qui était vraisemblablement en état d'ébriété. Alors, c'est comme si un courant foudroyant venait de me traverser le corps et qui avait arraché tout sur son passage. À ce moment-là, je ne pleure pas, je hurle toute la douleur qui ne pourra plus jamais sortir de mon corps. Toute mon énergie se dissout, je m'écroule, je suis sans mots, je suis sans vie et je suis surtout sans aucun avenir. Je peux vous garantir que c'est un mal émotionnel, mais c'est avant toute chose un mal extrêmement physique. Et je peux vous assurer qu'à ce jour, je n'ai pas été en mesure de reprendre ma pleine capacité en tant qu'individu. Ce mal-là, je vais le vivre jusqu'à mon dernier souffle. Et après tout ça, il te laisse là, vidé, avec à peine de quoi te maintenir en vie. Et là, un des policiers me demande, est-ce que vous reste encore assez d'énergie parce que vous devez aller identifier le corps de votre fille ce soir? Alors, on prend le petit courage qui nous reste. On ne sait pas comment on fait, mais on le fait. Et on s'en va vers le centre hospitalier qui est à 30 minutes de chez moi. Mon beau-frère s'est offert de nous amener là-bas, mais il ne prend pas conscience qu'il se dirige tout droit vers le lieu de l'accident. Alors, on a passé tout près de cet endroit où Catherine a perdu la vie. Et tout c'est comme si on était dans un rêve, parce qu'on les voit, tous les policiers, les pompiers, on voit toutes les voitures de service qui sont là, puis on ne réalise pas que c'est pour notre enfant que tout ça se passe là, présentement, au moment présent. Rendu sur place, rendu à l'hôpital, encore une fois, les policiers nous reçoivent et il y a le personnel, les médecins, les infirmières, tous ceux qui sont obligés ce soir-là de travailler puis qui n'ont pas envie d'être là pour travailler parce qu'eux autres, ils sont confrontés à une réalité pure et dure. Dans une pièce, il y a une jeune fille de 21 ans qui vient de mourir, puis dans l'autre pièce, il y a une femme qui crie à la mort parce qu'elle a mal à sa petite jambe, puis que la vie est donc pas juste pour elle. Et c'est comme ça que ça l'a été durant toute la soirée.
Parce que cette femme-là était encore terriblement intoxiquée par l'alcool, puis elle ne prenait pas conscience de ce qu'elle venait de provoquer dans nos vies. Puis, quelqu'un vient me voir parce qu'on me dit que je peux être autorisée à aller voir le corps de Catherine. Dès que je l'aperçois, je ne peux pas m'empêcher de pleurer son nom. Pour qu'elle sache que sa mère est arrivée. J'ai de la difficulté à la reconnaître, bien entendu, mais je suis convaincue qu'elle est là et que ce lien qui nous définissait est encore plus fort qu'avant, plus fort que jamais. C'est plein de choses qui se bousculent dans notre tête. Souvent, les gens pensent que la switch a été mise à off quand il arrive des choses comme ça, mais dans mon cas à moi, je peux vous garantir que je serais capable de vous donner les détails de plein de petites choses de ce soirée-là. Je voudrais la prendre dans mes bras. Je voudrais pouvoir la bercer une dernière fois, bien entendu. Lui redonner la vie, assurément. Lui redonner la vie en échange de la mienne. La rassurer. La rassurer, lui dire, Catherine, inquiète-toi pas, c'est juste un petit bobo, puis je vais aller chercher mon kit à bobo. On va mettre ça là-dessus, puis ça va être réglé. On veut pas que on veut pas que ça soit arrivé, puis on veut surtout pas que ce soit notre propre enfant qui ait vécu une chose comme celle-là. Je peux vous garantir que j'aurais signé n'importe quel pacte avec n'importe qui ce soir-là pour que Catherine puisse reprendre vie. Le rapport du coroner nous démontre très bien les ravages de cet accident violent sur le corps de Catherine. Fracture et affaissement du crâne à 45 degrés. Multiples fractures au niveau du thorax, au niveau des 2 membres supérieurs. Multiples fractures au niveau des 2 membres inférieurs. Fémur, genou, pied. Je suis là, à pleurer ma fille et je ne veux surtout pas la laisser tomber. Elle est seule de l'autre côté. Se sent-elle abandonnée? C'est-elle seulement ce qui vient de lui arriver? Parce que même sans ses battements de cœur, Catherine était assurément encore là, avec la peur au ventre, tout près de ce corps qui lui avait déjà appartenu. Il y a une chose qui reste certaine, c'est que maintenant elle en sait beaucoup plus sur la mort que nous tous. Ce soir-là, je lui ai fait mes adieux et je suis repartie avec un vide profond qui, depuis ce jour, ne m'a jamais quitté. Il n'y aura jamais de futur avec elle, jamais de projet ensemble, jamais de petits-enfants à tenir dans mes bras, jamais de tendre vieillesse à ses côtés. Sans elle, que vais-je devenir? Parce que sans elle, je resterai à tout jamais imparfaite et incomplète. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi puis une belle simulation. Je vais aller chercher ma blonde aujourd'hui. C'est beau, tantôt. Ouais. Je suis même pas capable de chuter.
Utilité pour le poste de Charlevoix, à l'écoute. À l'écoute. On va avoir un appel pour un accident du 06 avec plusieurs blessés. Un accident a lieu en face du 160 au 362, ambulance en direction. OK, je vais signer le 3114. Savez-vous combien de véhicules impliqués à l'accident? Mon rôle, ça va être de vous expliquer un peu comment ça se passe pour nous en tant que policier. Là, suite aux informations qu'on a d'un appel, souvent, ça change en cours de route. Ça arrive souvent que c'est un simple accident et on découvre d'autres choses. Sur les lieux, les policiers vont protéger la scène parce qu'on ne sait jamais comment ça va tourner, cette scène-là. Oui, ça peut être un accident, un banal accident, mais des fois, ça change très rapidement. La priorité, c'est la santé des personnes. On va vérifier leur sécurité. Également, à leur arrivée, les policiers vont donner l'information à notre répartiteur. Eux vont contacter les ambulanciers, leur dire combien il y a de personnes, si on a besoin, disons, du service d'incendie, les remorqueurs. Tout va se faire assez rapidement pour ça. Ici, ma policière doit demander l'information, donner l'information que ça lui prend le service d'incendie pour la désincarcération. Puis mon autre collègue pratique les manœuvres. Puis une chose qu'il faut gérer également, c'est les personnes qui viennent sentir, qui viennent voir qu'est-ce qui se passe. C'est une autre affaire qu'il faut gérer. La circulation des véhicules également. Au niveau des paramédics, quand on arrive sur une intervention du genre, on est comme sur une mission qui est de porter assistance, de prodiguer des soins d'urgence, puis ultimement de faire une différence entre la vie ou la mort. Donc les policiers sont déjà présents, ont déjà fait une évaluation sommaire de la situation. Il y a un des deux policiers qui masse une victime qui est en arrêt respiratoire. Il y a une deuxième victime qui est dans le véhicule rouge qui, elle, semble incarcérée dans le véhicule. Il y en a une troisième qui, elle, est sortie du véhicule. Donc, les deux paramédics vont se séparer pour faire sûr de bien évaluer chacune des personnes impliquées dans l'incident, de prioriser les soins à donner pour chacune d'elles. Donc, on veut un paramédic qui se prépare à assister le policier, prendre le relais. Le deuxième entre à l'intérieur du véhicule, le rouge, parce que même si la victime ne peut pas sortir, bien lui, il va entrer pour essayer de donner le maximum de soins possible à cette victime-là. La victime qui est au sol, malheureusement, il n'y a rien à faire pour elle. Le paramédic, avec son équipement et ses connaissances, bien, est en mesure de constater le décès, malheureusement. Nous avons eu un appel au corps pour nous dire qu'il y avait un face-à-face, un accident. Il y avait une victime à l'intérieur, il fallait la désincarcérer, elle ne pouvait pas sortir. Alors l'équipe se prépare pour faire la désincarcération. Mais avant la désincarcération, il y a différentes étapes que les pompiers doivent faire. La première des choses, sécuriser la chaîne. Ils sont en train de se préparer tranquillement, alors ils vont arriver. Première des choses, il faut qu'ils sortent la pompe hydraulique, les mâchoires. C'est toujours stressant quand un accident arrive demain. Même pour les pompiers, c'est stressant parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Des fois, ce n'est pas toujours joli à voir. Là, ils étendent la toile pour pouvoir mettre leur équipement dessus. Tu feras le tour, t'en vas-tu?
Pendant que les pompiers s'installent, les paramédics, eux, continuent à travailler sur la victime. Donc, il y en a un qui tient la tête, immobilise la colonne, pendant que l'autre, fournit le matériel, prépare l'évacuation, puis aussi va essayer de trouver le moyen le plus rapide, le plus efficace pour sortir la victime de la voiture, pour guider les pompiers là-dedans. Quand on arrive sur un accident, on arrive toujours avec une pompe parce qu'il faut sortir un boyau chargé avec un pompier, avec un apria, encore que durant la désincarcération, que la voiture prenne feu. Alors, c'est pour protéger la victime et les pompiers. Là, ce qu'on fait, on est en train d'installer des blocs sous la voiture pour stabiliser la voiture. C'est bien important parce que ce qui arrive, c'est que si la voiture bouge, qu'en fait, la désincarcération, c'est pas intéressant pour la victime, c'est pas intéressant pour personne. Alors, les pompiers installent des blocs sous la voiture. Après ça, ils vont dessouffler les pneus pour la stabiliser. Du côté policier, durant ce temps-là, ce qu'ils font les policiers, c'est qu'ils vont protéger encore la scène, puis ils vont s'assurer qu'il n'y a pas de danger pour les personnes qui interviennent, que ce soit les ambulanciers ou les pompiers. Puis également, là, ils sont en processus d'enquête par rapport à l'accident. Là, mes policiers, présentement, ils ont ciblé le conducteur du Camry foncé. Il explique un peu sa situation. Là, les policiers remarquent peut-être qu'il y a une odeur d'alcool. Quand les blocs sont installés, maintenant, on va procéder à enlever l'air dans les pneus pour la stabiliser la voiture. Une chose qui est bien importante aussi, il faut couper les câbles de la batterie pour désactiver les coussins qu'il y a à l'intérieur, le coussin gonflable. Et aussi, il y a des voitures qui ont des matelas. Alors, il faut désactiver le système. Du côté des policiers, nos policiers, présentement, ils vont faire un test d'ADA. C'est pour savoir, présentement, on a seulement des soupçons, ce qui va venir confirmer nos motifs d'arrestation pour la conduite avec faculté affaiblie. Ce n'est pas la balloune. La balloune, ça se passe au bureau. Ça, c'est un ADA. Ce qu'on peut voir, c'est que le résultat est positif, donc la personne a la limite permise est dépassée. Elle a les facultés affaiblies. On va procéder à sa fouille avant d'embarquer dans le véhicule. Là, ce qu'on va faire, on va procéder, il faut aller jaser, parler avec la victime pour voir dans quel état elle est. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un tape en croix dans la vitre, on va casser la vitre avec un appareil spécial. Autrement dit, un poinçon. Par la suite, les policiers font la mise de menottes. La personne est en état d'arrestation, lecture des droits, droit à l'avocat, droit au silence. Lorsqu'on va arriver au bureau, ces droits-là vont être rappelés. La personne va pouvoir appeler un avocat dans les plus brefs délais à partir du moment de son arrestation. OK, c'est que maintenant, on va procéder en temps normal avec l'équipe des ambulanciers. On détermine quelle manière pour aller à la victime qui est la plus facile et la plus rapide. Tu te rencontres avant, là, puis on détermine quelle est la manière la plus rapide. OK, maintenant on commence la procédure. Alors, on se rend compte qu'une intervention comme ça qui prend quand même un certain temps.
Il y a beaucoup d'équipements utilisés, il y a beaucoup de procédures à suivre. Donc, c'est important pour nos paramédics de prodiguer des bons soins aux patients, à la victime, mais aussi de travailler beaucoup le psychologique, de garder les gens calmes. Parce que ça peut être un peu apeurant pour les victimes de se faire mettre des colliers cervicales dans le cou, l'oxygène dans la figure, d'avoir tous les sons, les bruits des outils qui travaillent autour. C'est pas toujours facile d'aller rentrer l'écarteur dans les portes. Quand on a une bonne emprise, c'est pas bien long pour ouvrir la porte. Maintenant, on va enlever la portière complètement en coupant les charnières. Prenez attention à tout, les gars. Vous avez entendu le bruit que ça fait. Imaginez-vous, quand on est dans l'auto et on est en train de se faire désincarcérer, ça ne doit pas être facile. Tiens, c'est terminé, la porte est presque partie. Il reste les corps à couper. Tiens, maintenant, on va pouvoir procéder à sortir la victime à l'aide avec les ambulanciers. On sort la civière pour pouvoir aller chercher la victime. Donc, une fois que les pompiers nous ont donné accès à la victime, c'est son état qui va nous dicter la façon qu'on va la sortir. Est-ce qu'on va faire une sortie rapide ou on va prendre plus notre temps? Dans ce cas-ci, la victime a des blessures quand même sérieuses, donc on va opter pour une sortie qui est plus rapide parce que le temps est vraiment déterminant dans son cas à elle. Il y a une affaire tout à l'heure que j'ai oublié de vous dire, c'est quand on arrive sur un accident de même, en temps normal, on délimite la zone avec des rubans ou des cônes pour que personne entre à l'intérieur. Quelques conseils en passant. Toujours garder notre limite de vitesse. Ne jamais prendre de boisson. Ne pas t'exciter. Je pense que ces trois choses-là, vous allez vivre longtemps. Là, maintenant, on apporte la victime dans l'ambulance pour pouvoir la transporter au centre hospitalier. Je vous remercie beaucoup de votre attention et soyez prudents. Alors, la victime est maintenant à bord du véhicule pour effectuer le transport vers l'hôpital. Vous vous souvenez, il y avait 3 personnes impliquées. On en a une à bord de l'ambulance. Il y en a une au sol, que le décès a été constaté par les paramédics.
La troisième a été mise en arrestation par les policiers. La victime dont le décès a été constaté ne sera pas transportée par ambulance. C'est donc la morgue qui va venir chercher cette victime-là. Donc, on a les gens de la morgue qui viennent récupérer le corps de la victime. Après avoir été faire l'arrestation du suspect au poste, ramasser les véhicules et tout le tralala, la visite à l'hôpital, la pire job qu'on doit faire, c'est aller annoncer un décès. Bonjour, Madame Tremblay. Vous êtes bien la mère de Linda Tremblay? Elle a eu un grave accident, puis malheureusement. Non. Madame, Non. désolée. Non, c'est pas vrai. Non, 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 non. Quand il y a deux belles grosses polices qui viennent frapper à la porte chez vous à 3 heures du matin, c'est pas pour prendre un café avec eux, hein, avec les personnes. C'est souvent une mauvaise nouvelle qu'on apporte. Puis on ne sait pas la réaction des personnes. Il y en a qui vont rire, il y en a qui ne nous croiront pas. C'est la détresse. Il faut juste les soutenir, les aider. Puis une chose, avant de vous quitter, les policiers, après avoir fait ça, doivent faire leur travail. Garder le sourire, être courtois encore et donner des billets d'infraction quand même. C'est pas toujours évident. Toute cette entraide démontre encore une fois le soutien entre les services de la région. Ce qu'on aimerait faire, c'est remercier tous les gens qui ont collaboré avec nous de près ou de loin, à nous fournir des sous, à nous fournir des services, dans le but que chacun d'entre vous puisse assister à la simulation qu'on a faite aujourd'hui. On espère qu'on a su vous toucher. On espère que vous ne conduirez pas en ayant pris de l'alcool au volant. Au niveau des partenaires que nous avons eus, nous avons eu la SAC qui a donné une très, très grosse collaboration financière. Ensuite de ça, le service d'incendie de Clermont, la Ville de Clermont qui a fourni l'aréna, la Sûreté du Québec qui a accepté de nous fournir des policiers. Parce que vous savez qu'un événement comme aujourd'hui, il faut vraiment là, collaborer plusieurs services ensemble dans le but là, d'arriver à produire ça. Service commémoratif Charlevoix qui était la morgue, le service de Go Explore qui nous a fourni tout ce qu'il y a d'audiovisuel. Le MD de Charlevoix, bien entendu la commission scolaire qui fournit le transport scolaire. Mécanique Martin Bellé qui assure le transport des voitures, le garage Rémi Bergeron qui nous a fourni les voitures gratuitement aussi. Les nombreux bénévoles au niveau de l'événement. À la sortie, on va vous remettre un petit souvenir. C'est un porte-clés où il y a le nom de l'événement d'aujourd'hui qui s'appelle l'événement Envie de conduire. Il y a le logo de l'entreprise ambulancière ainsi que le logo de la SAC. Également, il y a des pactes de vie qui ont été remis au niveau de vos enseignants. Vos enseignants vont passer dans chaque classe là, pour vous parler un petit peu de signer le pacte, là, comme de quoi que vous vous engagez à ne pas conduire en ayant pris d'alcool au volant. On espère que la simulation vous a plu.
On espère que vous allez en parler aux gens qui vont venir l'année prochaine, comme de quoi que c'est un événement qui est important pour vous et pour eux. Fait qu'en vous remerciant beaucoup et en vous souhaitant une bonne fin de journée. On a eu beaucoup de services gratuits. Beaucoup de gens ont accepté de fournir des véhicules de transport. On a travaillé avec tous nos partenaires là-dedans. Les partenaires ont embarqué tout de suite. C'est la deuxième année qu'on produit l'événement. L'année passée, on avait produit l'événement du côté de Charlevoix-Ouest. Cette année, du côté de Charlevoix-Est. L'année prochaine, probablement du côté de Charlevoix-Ouest encore une fois, dans le but que ce ne soit pas toujours la même école qui fasse le transport entre les deux établissements. Les gens qu'on a pu voir dans les simulations, je parle des ambulanciers, des policiers, tout ça, est-ce que c'est des gens qui ont l'habitude d'être sur le terrain comme ça ou on a pris des gens qui sont en uniforme précisément? Bien, c'est tous des vrais intervenants terrain, là. Chaque personne représentait son corps de métier. Ce qu'on a essayé de faire, le but là-dedans, là, c'est d'avoir l'activité sur la sensibilisation sur l'alcool au volant, parce qu'on sait que la période des balles de finissant arrive. Mais également, le but, c'est de faire connaître notre travail de on fait quoi dans la vie au quotidien. Et on a vu des comédiens maison, peut-être qu'on peut appeler, on avait une mère de famille, on avait les deux dans les voitures, donc ça, on parle ici de comédiens, d'élèves, on parle de quoi ici? On avait 2 élèves de l'école secondaire du Plateau qui étaient les maîtres de cérémonie. On avait un autre comédien qui était la personne qui faisait le chauffeur, qui était un comédien de Baie-Saint-Paul. Et on avait un paramédic de chez nous qui était la personne blessée. On a pu constater sur les lieux, il y avait de la vitre brisée par terre. Ça, ici, on parle de vraie vitre. Est-ce qu'on parle de la vitre simulée ou c'est vraiment de la vraie? On parle de vraie vitre qui arrive de la vraie porte. Là. Lorsqu'on est venu placer les véhicules cette semaine, on les a un petit peu maganés pour vraiment que ce soit le plus réel possible. Et un concept qu'on a vu, combien de temps ça prend pour monter? Est-ce qu'on parle de journée? Est-ce qu'on parle de semaine? Comment est-ce qu'on voit ça? Bien, nous, ici, c'est la deuxième année qu'on le produit. On a commencé là, plusieurs mois à l'avance. Là. Je vous dirais qu'on a commencé vraiment à s'activer l'année passée à l'automne. Le temps d'aiguiller tout le monde, de prendre contact avec tout le monde. Mais vu que c'était la deuxième fois qu'on le faisait cette année, déjà, on savait un petit peu vers quoi on dirigeait. On a beaucoup de contacts avec des partenaires qui sont déjà faits à ce moment-là. L'année prochaine, ça va être encore plus facile pour nous pour en arriver à un moment donné où ça va être super fluide, ça va être l'activité, ça va être les jeunes de secondaire 4 qui sont en secondaire 4 cette année vont avoir hâte de venir voir nos activités en secondaire 5 dans l'année suivante. Et est-ce que l'événement chaque année se répète ici à l'Arena? Cette année, c'est à l'Arena de Clermont. L'année prochaine, probablement à l'Arena de Baie-Saint-Paul. C'est juste pour que ce ne soit pas toujours la même école qui assume les coûts du transport scolaire. Même si c'est au niveau de la commission scolaire, on essaie que ce ne soit pas toujours les mêmes qui se déplacent. Excellent. Bien, merci beaucoup pour votre appui et au plaisir de voir d'autres simulations là, qui vont se faire. Merci. Hélène Neptune, policière de la Sûreté du Québec, on a pu voir une simulation tantôt assez, si je peux dire, extravagant à regarder. Aussi, ça, c'est pour des policiers, je présume que parce que le côté humain, c'est des contextes qu'on veut éviter, je pense. C'est jamais facile pour un policier d'arriver sur une collision où il y a des gens blessés gravement ou qui décèdent lors d'une collision. En plus, quand c'est causé par l'alcool, écoutez, c'est certain que ce n'est pas facile parce qu'en plus, on doit aussi aller annoncer un décès. Donc, on est des personnes, on est des policiers. Ça fait partie de notre tâche, mais on a été aussi sensibles à tout ce qui peut arriver aux autres, hein, vous comprenez? Donc, oui, c'est difficile, mais c'est notre tâche. Aujourd'hui, on était ici pour vraiment faire de la prévention auprès des secondaires 5 qui vont avoir dans quelques semaines probablement leur balle et leur pré-balle maintenant, qui est rendu très, très important. Ils vont avoir plusieurs occasions pour faire la fête au cours de l'été aussi. On veut déjà qu'ils prennent des bonnes habitudes, que lorsqu'ils boivent ou consomment des drogues, qu'ils ne conduisent pas. Donc, on veut qu'ils fassent le bon choix. Et c'est un message très clair qui a été envoyé par différents participants ici aujourd'hui. Vous savez, les jeunes constituent seulement 9 des titulaires de permis de conduire, mais ils sont impliqués dans 20 des collisions avec dommages corporels. Ils sont habituellement plus téméraires et ont moins d'expérience de conduite, donc ont plus, évidemment, de biais de contravention que d'autres, ils sont surreprésentés. Donc, on veut vraiment qu'ils prennent conscience de cette vulnérabilité-là qu'ils ont. Et on veut qu'ils fassent les bons choix, dans le sens que si jamais ils vont à un party, à des réjouissances, qu'ils planifient autant leur retour que leur soirée. Qu'ils optent pour des options qu'on leur propose dans les écoles, parce que les policiers vont dans les écoles rencontrer ces jeunes, soit un conducteur désigné, un taxi
qu'ils couchent sur place ou qu'ils appellent un parent. Alors, on espère qu'ils prendront ce choix plutôt que prendre le volant. Selon vous, si on recule dans les 3 dernières années antérieures, parce qu'il y a beaucoup de publicité qui se fait sur l'alcool au volant, et selon votre opinion, est-ce que le message passe aujourd'hui? On a toujours de nouveaux conducteurs. On espère que la nouvelle génération seront plus conscients des dangers. Et on voit que sur les routes, année après année, on a moins de collisions mortelles, par exemple. Au niveau de l'alcool au volant, on voit, écoutez, les progrès sont fragiles, disons. On a toujours un noyau dur d'une tranche d'âge qui ne veut plus ou moins comprendre, qui sont plus âgés. Et on a malheureusement les jeunes qui sont surreprésentés encore dans les collisions. Donc, seulement que pour la MRC Charlevoix-Est et Charlevoix, on parle depuis 2013 d'une centaine de personnes qui ont été impliquées dans des collisions et qu'il y avait de l'alcool dans les causes des collisions. Donc, et puis on a aussi 150 personnes qui ont été arrêtées pour capacité affaiblie par l'alcool ou la drogue depuis 2013, seulement que dans les 2 MRC. Donc, on voit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est important pour nous d'aller auprès des jeunes parce que ce sont nos futurs conducteurs. Et on croit que la prévention, ça a sa place et que ça va donner des résultats. On ne veut pas voir ces jeunes sur la route en capacité affaiblie ou impliqués dans une collision. Vous, avez-vous déjà eu à faire une visite à la maison d'un parent pour annoncer le décès d'un adolescent? Oui, j'ai déjà eu à faire une visite pour annoncer un décès. Effectivement, c'est très difficile de l'annoncer et excessivement difficile à le recevoir de la part du parent qui reçoit cette nouvelle de façon tout à fait inattendue. Alors, on comprend que au-delà des victimes immédiates de la collision, il y a vraiment des dommages collatéraux immenses dans la société. Ce sont les parents, mais souvent ce sont les frères, les sœurs, les oncles, les amis. Tout le monde est touché par cette tragédie. Absolument. Bien, on va souhaiter qu'avec le temps, les sensibilisations comme on a pu voir aujourd'hui vont porter fruit, que les accidents vont baisser parce qu'à chaque année, il y en a encore. On remarque qu'il y a beaucoup de publicité, mais on se dit pourquoi est-ce que les gens ne font pas attention? Mais on va souhaiter qu'avec ce genre de simulation, que ça puisse, peut-être pas toutes les arrêter d'un coup, mais au moins année après année, qu'ils vont diminuer et peut-être un jour, qui sait, peut-être les arrêter au complet. C'est un bon souhait, effectivement. On espère avoir de moins en moins de collisions avec blessés et de collisions mortelles impliquant l'alcool et puis la drogue, évidemment. Excellent. Merci beaucoup et bonne continuité.